Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. C'est un plaisir de vous retrouver enfin après ce long moment d'absence. Vous nous avez beaucoup manqué et ça nous tardait de retrouver nos micros pour s'immerger à nouveau à Poudlard. Et oui, notre dernier épisode date du 5 juillet. Donc oui, on avoue, ça fait un moment, mais on est enfin de retour pour de nouvelles aventures Potterhead. Avec quelques changements de notre côté en fait, et c'est pour ça que les vacances ont été prolongées. D'abord, il y a un truc à savoir, c'est que pendant ces vacances, on n'était pas vraiment en fait en vacances. Ça, c'est le podcast la première chose. En vacances, mais nous n'étions pas en vacances. C'est ça. Donc pour être honnête, on était pas mal occupés la plupart du temps. Toi, Jérémy, de ton côté, il y a eu un changement de travail moldu. Et du coup, ça a un peu bouleversé notre quotidien pour enregistrer, parce que nouvelles horaires, etc. Et puis, si vous nous suivez sur les réseaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'en plus de ça, on a déménagé. Donc on a fait pas mal de changements cet été. Donc du coup, c'est vrai que on va retrouver petit à petit certaines habitudes, mais le planning est un peu bousculé. Mais ça y est, enfin, on va réussir à caler des petits moments de temps libre pour enregistrer. Ouais, c'est ça, on a fait combo changement de travail et de maison, donc avec tout ça, on a dû laisser momentanément de côté notre activité de podcasteur sorcier, on peut dire, mais c'est pour mieux vous retrouver. Donc du coup, on a des studios tout neufs, et notamment un changement pour moi, puisqu'avant, je n'étais pas sans vous cacher que j'étais assise sur mon lit, je n'avais même pas de fauteuil, donc là, j'ai enfin un fauteuil, je suis confortablement installée pour enregistrer, c'est une victoire. Ouais, on est dans un nouvel environnement, on est toujours sur Lyon, mais on a changé de petite maison. C'est possible qu'il y ait un écho, parce que c'est la première fois qu'on enregistre, donc on sait pas du tout la qualité du son. Par rapport à ça, on va tester les pièces. Voilà, donc on espère que le son ne sera pas changé. Et en tout cas, ce qui change pas, c'est qu'on a aussi notre mascotte, Wheezy, qui est là, à côté de nous. Qui a repris ses habitudes dans le nouveau logement et donc elle est très à l'aise, donc vous allez certainement encore l'entendre miauler durant cette saison. Elle va bien en tout cas. C'est pas impossible. Alors en tout cas, on va faire une promesse, je t'en avais pas parlé avant, mais on va se promettre que durant cette saison, on ne va pas utiliser certains mots qui commencent par un C. On est d'accord ? Par un C ? Coronavirus. Ah ! Je vais les citer pour si vous n'êtes pas dans le coronavirus, confinement, couvre-feu. Tous ces mots, à partir de ce moment-là, on va les bannir parce que notre podcast, c'est fait pour entrer dans un monde de magie, pour profiter, de s'éloigner des tracas quotidiens, moldus. Et donc du coup, on va bannir ces mots, on va souffler tous ensemble et on va profiter, on va rigoler de tout et n'importe quoi et surtout, on va s'immerger dans la saga Harry Potter. Et ça va nous faire du bien. Si vous êtes d'accord, on va pas dire ces mots et on va commencer la nouvelle saison sur des notes positives. Vous avez été nombreux, en tout cas depuis 3 mois, à nous envoyer vos hiboux sur les réseaux ou par mail, à publier sur notre groupe Facebook privé aussi. Et on vous en remercie chaleureusement. Et même si on n'a pas pu répondre ou réagir, ça nous a fait chaud au cœur en fait de vous voir aussi actifs alors qu'on sortait plus d'épisodes. On a été étonnés surtout du nombre d'écoutes qui continuait à affluer, c'était assez étonnant alors qu'on postait vraiment plus rien, donc c'est génial. En plus, pas mal de monde nous ont découvert pendant notre pause, et beaucoup de soutien aussi, donc ça fait vraiment très chaud au cœur, on est super contents. On était un peu, c'est vrai qu'on était un peu triste de pas pouvoir enregistrer, mais en fait ça nous faisait tellement plaisir de voir qu'on était toujours suivis, toujours écoutés, et que vous étiez très réactifs aussi sur le groupe de discussion. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Donc comme je disais, plusieurs d'entre vous nous ont découvert récemment aussi, et peut-être cet été. On vous embrasse tous, en tout cas, que vous soyez des auditeurs de la première heure ou des tout nouveaux. Alors même si on peut pas répondre individuellement au hibou qu'on a reçu, on s'est dit que pour cet épisode de rentrée, on allait faire un épisode spécial volière. Donc c'est un épisode qui vous est uniquement consacré. Donc comme ça va être une reprise un peu en douceur. Ouais, on a lu tous vos messages et on a fait une sélection de vos hiboux sonores et écrits pour tenter d'y répondre. On reprendra ensuite notre rythme chapitre par chapitre, vous inquiétez pas, dans l'épisode d'après, en finissant la chambre des secrets. Enfin, avant d'entamer Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
Alors notre rythme restera le même que celui de la fin de saison, c'est-à-dire un week-end sur 2. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour être tenus au courant et pourquoi pas nous envoyer vos hiboux pour les prochaines volières. Allez, c'est parti pour cette volière spéciale rentrée avec vos messages de l'été. Et on commence cette volière de rentrée avec un premier hibou sonore qui est pas mal long. En temps normal, on l'aurait sans doute coupé, mais comme c'est une spéciale volière, on se fait plaisir. Et on écoute donc le hibou sonore de Afrid. Bonjour Marina, bonjour Jérémy, je me permets de vous envoyer ce hibou sonore après avoir rattrapé tous vos épisodes. Parce que je voulais m'assurer qu'il n'y ait aucune des théories que j'allais vous proposer aujourd'hui qui ait déjà été soumise, parce que je pense à beaucoup de choses en écoutant vos podcasts, et j'ai vraiment beaucoup d'idées en tête. Aujourd'hui, je voulais vous proposer 2 théories par rapport à des choses qui ont déjà été évoquées précédemment. La première, elle concerne la question des services sociaux dans Harry Potter, parce que c'est vrai qu'on peut se demander finalement, est-ce que les services sociaux existent ? Ma théorie, en fait, c'est qu'en fait, quand on sait que Harry est un Horcrux, finalement ça tombe un peu sous le sens, c'est-à-dire quand on voit que les Dursley, c'est une famille qui déjà a un rejet énorme de la sorcellerie et une haine viscérale envers eux, et quand on voit l'influence qu'ont les Horcrux, notamment dans le 7e livre avec le collier de Serpentard, on peut se dire finalement, la présence de Harry, elle fait qu'exacerber d'autant plus cette haine, et en plus je pense que ça crée un climat autour du 4 Private Drive de magie noire, un peu de malveillance, qui fait que les autres voisins n'ont pas nécessairement envie de s'en approcher, et que personne en fait n'appelle les services sociaux. Moi je pense que c'est la raison qui fait que Harry finalement il se retrouve dans cette situation. La deuxième théorie, elle concerne le fait que dans le prisonnier d'Azkaban, Fred et George ne remarquent pas avec la carte du maraudeur que Peter Pettigrew traîne H24 près de leur frère. J'en avais parlé avec une amie, et en fait, sa théorie, c'était que seul un maraudeur peut voir les autres maraudeurs sur la carte. Parce qu'au final, c'est Lupin qui, à la fin du prisonnier d'Azkaban, découvre Peter, et c'est pas Harry. Du coup, est-ce que Sirius, James, Lupin et Peter auraient pas mis une protection sur la carte pour éviter que quelqu'un la retourne contre eux ? Alors on peut me dire, c'est un peu bizarre, si on se rend compte qu'il manque 4 élèves sur la carte de Poudlard, ça fait un peu bizarre. Et en même temps, tu te dis, il y a tellement d'élèves sur la carte que tu dois pas t'en rendre compte au premier coup d'œil. Donc je pense que ce serait pas insensé que les maraudeurs aient mis une protection qui permette uniquement aux maraudeurs de voir les autres maraudeurs. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vais sans doute vous en renvoyer d'ici très bientôt. J'ai beaucoup de théories en tête, je les note très souvent. Voilà, sur ce, continuez ce que vous faites, et à très vite. Merci Afrid pour ton hibou sonore. Afrid, Afried, je sais pas comment le prononcer. Désolé si c'est pas la bonne prononciation. Et n'hésite pas à nous renvoyer un autre hibou sonore à l'avenir avec des théories, c'est toujours très intéressant et on adore en discuter. Alors, on va reprendre une par une ces 2 questions / théories. Donc la première, Harry, est-ce que du fait qu'il ait un Horcrux en lui, est-ce qu'il fait fuir les Moldus ? En gros, c'est ça, parce que on se posait la question précédemment dans la fréquence sur le fait que c'est quand même bizarre qu'avec toutes les maltraitances de Harry, il se soit jamais rien passé niveau service social, parce qu'il a les lunettes cassées, ses vêtements lui vont pas du tout, et pourtant il est scolarisé parmi les Moldus, donc c'est quand même les professeurs, tout ça, ils auraient pu sonner l'alarme quand même. Bon, après il y a pas d'histoire, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien que l'histoire suive son cours. Et donc la théorie d'Afrid, ça serait que ce fameux Horcrux qui est en Harry, qui pourrait quelque part faire fuir les Moldus, éventuellement les sorciers, mais peut-être encore plus les Moldus du fait qu'ils soient dépourvus de pouvoirs magiques. Je sais pas ce que t'en penses toi, Marina, mais moi je suis pas hyper fan de cette idée-là à chaque fois. C'est-à-dire l'idée que Harry serait repoussant à cause de son Horcrux. Je pense simplement que c'est trop simple parce que ça justifie le comportement des Dursley, ça tente de l'expliquer, alors que pour moi ils sont juste
cruel et méchant en fait. Enfin, il y a un fond mauvais chez eux. Il y a quelque chose qu'on peut pas réparer chez eux. Et je pense pas qu'il y ait une explication extérieure qui serait justement à l'intérieur de Harry qui pourrait expliquer pourquoi ils sont aussi méchants avec lui. Et parce que quelque part, si les Moldus ont envie de fuir Harry à cause de son Horcrux, c'est aussi le cas des Dursley. Enfin, je veux dire, ça agit aussi sur eux et ça explique pourquoi ils sont cruels envers lui. Et j'aime pas trop ça parce que enfin, j'aime pas trop ça. Je sais pas, c'est mon avis. Parce que Harry Potter est très axé sur les choix et sur les choix qu'on fait et la notion de libre arbitre est extrêmement importante dans Harry Potter et Voldemort est pas né méchant. Enfin, on n'est pas tous d'accord dans la Pottersphère, on pourrait dire, mais n'empêche que Voldemort fait des choix qui l'amènent à devenir Voldemort, par exemple. Il y a pas de manichéisme pur et simple chez J.K. Rowling. Tout est affaire de choix et des fois on choisit la facilité et c'est pour ça qu'on devient méchant. Et je pense que les Dursley font des mauvais choix. Et pareil, si les voisins ignorent Harry, si on n'a pas fait attention à ce pauvre petit garçon qui avait les lunettes cassées et qui était très probablement maltraité, c'est juste parce que on l'a ignoré, quoi. On a décidé de l'ignorer. Et pour moi, ça a plus de sens quand il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Enfin, il n'y a pas d'explication magique à ça. C'est juste que les Moldus n'ont pas fait attention à Harry et d'autant plus les Dursley qui l'ont carrément maltraité. Et en plus, les carences de dénonciation de maltraitance de l'enfant, c'est quelque chose qui n'est pas rare, qui s'entend souvent. Des gens qui n'ont jamais dénoncé des situations de détresse vis-à-vis d'un enfant. Et je trouve ça horrible que des gens pourraient fuir un enfant parce que ils se disent cet enfant est malsain ou méchant. Et se dire ça d'un enfant et ne pas venir en aide à un enfant parce qu'il dégage quelque chose de méchant, c'est quand même un peu discutable parce que est-ce que vraiment un enfant peut dégager un fond un peu machiavélique et diabolique, ça j'en doute un peu en fait. Ça excuse en fait la carence de responsabilisation, de violence de l'enfance en fait. On va peut-être un peu loin, mais c'est des choses qui se passent de toute façon, donc. Ouais, c'est ça, c'est de l'ignorance en fait. Enfin, on a décidé de l'ignorer. Regarder ailleurs en fait aussi. Et ouais, en fait, je vois pas en quoi ça aurait un sens particulier cet Horcrux qui est en Harry et qui serait une espèce de malédiction dans la saga Harry Potter, parce que la saga raconte pas ça en fait. J'ai plus l'impression les Dursley le maltraitent pour des mauvaises raisons et il y a pas d'explication magique à ça, c'est juste qu'ils sont mauvais avec lui. Et puis concernant l'environnement moldu pendant la jeunesse de Harry, je pense que la théorie principale, c'est juste qu'il y a eu une carence quelque part. Il y a eu un manquement dans la discernation des Moldus qui ont entouré la jeunesse de Harry. Et puis, il y a aussi, comme je disais au tout début, l'aspect, il faut pas trop détailler, on peut pas trop détailler l'avant-histoire parce que ce qui nous intéresse, c'est l'histoire au présent. Donc, il y a aussi peut-être des choses qu'on ne sait pas, tout simplement, pendant la scolarité de Harry. Et ta deuxième théorie, Afrid, était que seul un maraudeur peut voir un autre maraudeur sur la carte, et ça pourrait expliquer notamment le fait que Fred et George, pendant tout le temps où ils ont eu la carte, ils se sont pas rendus compte, ils pouvaient pas se rendre compte qu'il y avait un certain Peter Pettigrew qui dormait dans le même lit que leur frère, et que c'est gênant. Théorie intéressante, qui n'est pas possible dans les films, parce que dans le film, je sais pas si tu t'en souviens Marina, mais Harry il voit que de verre sur la carte du maraudeur. Ouais, mais je pousse un peu la théorie plus loin, même dans les films. Ouais, je sais ce que tu viens de dire, vas-y. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Mais est-ce que si ce sort de protection existerait envers les maraudeurs, est-ce qu'il s'appliquerait pas aux descendants des maraudeurs? Et le donc, fils Harry... d'un maraudeur pourrait avoir un autre maraudeur. Est-ce qu'on peut pas aller plus loin sur cette théorie? Ouais, d'accord, ok. Mais oui, c'est... Ok. Non, oui, pourquoi pas. Non, mais c'est de la magie, je veux dire, tout est possible. Pourquoi pas, ouais. C'est-à-dire que Harry aurait ce don de voir Peter Pettigrew sur la carte, mais si Ron et Hermione avaient regardé, ils l'auraient pas vu. Voilà. Dans le film, je veux dire. Ok. Ouais, parce que dans le livre, dites-nous si on se trompe, mais Harry ne voit jamais
Peter Pettigrew sur la carte, et je ne crois pas qu'il voit à un moment donné quelconque maraudeur sur la carte. Et peut-être la chose à vérifier, parce que j'ai commencé à le faire, mais j'avoue que le temps était... Enfin, j'ai pas vraiment eu le temps de chercher partout dans tous les livres. C'est est-ce que un moment dans la saga, est-ce que Harry voit Lupin sur la carte ? Je crois pas. Ça me dit quelque chose quand même. Non ? Bah dans Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait un moment qu'il voit Lupin, mais encore une fois, j'ai pas pu vérifier page par page. Donc, si Harry voit Lupin un moment sur la carte, ça... Enfin, non, ouais, il pourrait toujours y avoir ce truc de descendant. Ah oui. Oui, ok. Même Ah oui, s'il le oui, voit, parce que ça pourrait expliquer le livre aussi, ça. Mais oui, ça explique beaucoup de choses, hein, la théorie des descendants. Après, je crois que J.K. Rowling avait... la question lui avait été déjà posée. Il me semble qu'elle avait un peu faim, l'explication que Fred, il y a tellement d'informations sur la carte du maraudeur, il y a énormément d'élèves à Poudlard, c'est des points minuscules, et que Fred et George n'étaient pas là à épier forcément leurs frères sur la carte. Donc, après, ouais, et la carte, la reproduction est tellement petite de Poudlard, parce que Poudlard c'est énorme. Donc ils ont dû reproduire assez en miniature Poudlard. Du coup, les dortoirs, certes, est-ce que du coup, les dortoirs, tu vois pas un amas d'élèves dormir et pas des lits espacés avec des personnages espacés ? C'est tellement petit, la carte, que tu vois juste un fouillis de points de gens qui dorment, en fait. Ouais. Et donc puis... ça expliquerait aussi pourquoi tu vois pas Ronald Weasley et Peter Pettigrew dans le même lit. Ouais, c'est ça. Et puis pendant les 2 ans et demi à peu près, où Fred et George ont eu la carte alors que Ron était à Poudlard... leur objectif numéro 1 avec cette carte, c'était peut-être pas d'espionner leurs frères. Voilà. Non. C'était justement leur objectif premier, c'était déjouer, de voir les passages secrets, comment sortir de Poudlard sans se faire prendre, comment éviter de se faire prendre par Rusard. C'était ça, et pas espionner ses frères et sœurs. Et pourquoi pas quelques filles aussi, tomber par hasard sur son crush à Poudlard. Ça serait un peu... C'est un autre sujet, ça serait un peu stalker. Tu sais, la scène où tu rentres dans la personne et elle fait tomber ses livres et on les ramasse ensemble, les mains se touchent. Attention, ça rappelle You, la série You. Enfin, si le mec de You avait eu la carte du maraudeur, oh mon dieu. Et nous passons à un hibou d'Alexia. Au début du prisonnier d'Azkaban, je me suis fait la réflexion que dans la lettre d'Hagrid, il n'y a aucune faute d'orthographe, alors que dans le tome 1, Hagrid dit qu'il ne sait pas comment écrire Voldemort et qu'il y a aussi des fautes sur le gâteau d'Harry. Alors tout ce micmac de fautes d'orthographe et tout, je pense que c'est simplement une invention des films. Enfin, genre le gâteau, à la base, il n'a pas de faute d'orthographe, c'est pas précisé. Ça, c'est purement dans les films. Pareil pour Voldemort, je crois. Alors oui, non. Tout ce de Hagrid qui ne sait pas écrire, qui serait littré, ça, je pense que c'est une invention des films. Alors pour Voldemort, non, parce que dans le livre, il dit bien qu'il peut pas les plaire. Par contre, t'as raison sur le gâteau. Le gâteau, il n'y a pas de faute d'orthographe sur le gâteau. C'est le film qui a un peu grossi le trait, quoi. C'est-à-dire que Hagrid, il est tellement nul, il sait tellement pas écrire que quand il faut écrire Joyeux anniversaire, c'est mal écrit. C'est un petit peu dommage, je trouve, sur la caractérisation de Hagrid, parce que certes, il a une scolarité sacrifiée. On peut imaginer effectivement qu'il a, bon, que c'est pas naturel pour lui d'écrire sans faute d'orthographe, mais de là à faire une faute à chaque mot, non. Enfin, clairement, non, en tout cas pas dans les livres. Et donc qu'il puisse écrire une lettre sans faute d'orthographe, s'il s'applique, je pense que Hagrid, il est pas bête, il peut le faire. Il faut juste un peu plus de temps et peut-être un peu plus de réflexion, tout simplement. C'est ça, mais en tout cas, ouais, il y a ce gâteau, parce que c'est l'image qu'on retient peut-être le plus, et puis c'est devenu, enfin, je veux dire, il y a une figurine pop avec le gâteau, enfin, si on veut faire un gâteau d'anniversaire Harry Potter, on peut refaire le même Happy Birthday avec les fautes d'orthographe. C'est devenu quelque chose de presque iconique, enfin, ces images qui restent en fait dans la saga Harry Potter. Et c'est dommage, ça part de quelque chose qui s'écarte un peu du livre, parce que dans le livre c'est bien écrit, hein, et c'est écrit Joyeux anniversaire Harry sans faute d'orthographe. Un prochain hibou de Valoris. Dans les Reliques de la Mort, le livre, Nigellus Black dit à Harry que Dumbledore ne peut pas se déplacer dans un autre tableau que le sien ou un autre dans lequel il est représenté. Mais la Grosse Dame ou le Chevalier du Catogan peuvent se déplacer dans les autres tableaux.
Est-ce une incohérence ou J.K. Rowling a choisi par faciliter cette solution? Merci Valérie, c'est la première partie de ton hibou. Alors effectivement, Phineas, il explique que les portraits peuvent se rendre visite les uns aux autres, mais en fait c'est uniquement dans Poudlard. Parce que la seule alternative, c'est les sorciers qui ont un autre portrait quelque part. Comme c'est son cas, lui, c'est-à-dire que lui, il a son portrait dans la maison des Blacks, au quartier général Square Grimoire, et c'est pour ça qu'il peut se déplacer. Mais les tableaux, en fait, à Poudlard, ils peuvent se déplacer, je veux dire, dans les autres tableaux de Poudlard, mais ils peuvent pas sortir de Poudlard, sauf si, encore une fois, ils ont un tableau qui leur est attribué qui se trouve ailleurs. Donc, je le comprends comme ça, en fait, l'explication de Nigellus. Alors, j'ai une autre explication que j'avais trouvée sur Pottermore, où ils avaient écrit, je sais pas si c'est un article écrit par J.K. Rowling ou Pottermore, mais en fait, moi j'avais lu que les personnages des tableaux ont certaines compétences que d'autres n'ont pas, donc en fait, la possibilité, les compétences de parler, de réfléchir comme s'ils étaient encore vivants ou encore de se déplacer, c'était selon les pouvoirs de chacun des personnages qui étaient peints dans les tableaux. Dumbledore ne va pas avoir la même réflexion, les mêmes capacités à vivre dans son tableau que par exemple le chevalier du Catogan. Voilà, non mais oui. Et tu me regardes avec des yeux, mais non, puis encore une fois, un portrait, c'est pas. Donc ça serait pas simplement à Poudlard, mais ça serait aussi selon le personnage qui est peint dans le tableau. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Oui, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que un portrait, ce n'est qu'une empreinte de ce qu'était le sorcier au temps de son vivant. Et donc du coup, qui est cette empreinte est relative au pouvoir qu'il avait, à la puissance des pouvoirs qu'il avait de son vivant. Ouais, c'est possible. Après, je pense quand même que tous les portraits à Poudlard peuvent se rendre visite les uns aux autres, parce que je suis pas sûr que la grosse dame ou que le chevalier du Catogan aient été des sorciers plus prestigieux que d'autres. Mm-hmm. Je sais pas. Mais parce que j'ai l'impression qu'à Poudlard, le réseau des portraits est à part. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'ils peuvent tous se rendre visite les uns aux autres. Par contre, pour moi, ce qui explique Phineas, mais dites-moi si je me trompe, mais c'est juste que Dumbledore, il peut pas venir, il peut pas accompagner Phineas Nigellus Black jusqu'au portrait que portent Harry, Ron et Hermione. C'est pas possible. Dumbledore, il peut pas se rendre au quartier général de Square Grimoire dans la même peinture que Phineas, par exemple. C'est pas possible. Et c'est pas parce que c'est Dumbledore que c'est différent. Bah pourtant, selon ce qui est écrit sur Pottermore, ça laisserait supposer que Dumbledore a des capacités qui outrepasseraient celles de simples personnages classiques des tableaux. Peut-être, comment dire, dans les informations qu'il peut t'apporter, mais je pense pas il est le plus grand sorcier de tous les temps, mais c'est pas pour autant qu'il peut voyager dans plusieurs autres tableaux. Ça, je pense que c'est une règle immuable, parce que ça reste un portrait. C'est pas Dumbledore, c'est le portrait de Dumbledore. Et il peut pas sortir de Poudlard. Je pense que Phineas, il dit la vérité à ce moment-là. Il dit une vérité. Dumbledore, il peut pas sortir de son tableau. Et puis, alors après, est-ce que c'est une facilité? C'est la question que pose Valoris. Oui, quelque part, parce que tout l'intérêt et le but de Dumbledore, c'est que Harry et puis Hermione et Ron à ses côtés apprennent par lui-même et fassent les choix par lui-même, et que ça soit une aventure initiatique, en fait. Il faut que Harry détruise les Horcruxes, il faut qu'il les trouve, il faut qu'il les détruise par lui-même, et c'est hyper important. Il faut qu'il fasse le chemin seul et qu'il apprenne par lui-même. Il faut que ça soit un apprentissage. Il faut pas qu'on lui dise quoi faire et qu'il répète ce qu'on lui demande de faire. Donc, quelque part, le fait de pas pouvoir guider Harry à travers le tableau, ça tombe bien, on va dire. Et enfin, la seconde partie du hibou de Valoris. Alors j'y pense à chaque fois que j'écoute Le Prisonnier d'Azkaban, mais les hiboux peuvent trouver n'importe qui. Par exemple, Harry, dans la Coupe de Feu, envoie un hibou à Sirius qui est caché, apparemment dans une région tropicale. Ne sachant pas où il est, le hibou trouve malgré tout Sirius. Pourquoi ne pas avoir inventé une section de recherche sorcière? Au lieu d'avoir des chiens renifleurs, ils auraient à disposition des hiboux, magiques ou avec un bon instinct. Par exemple, Queue de Verre, Voldemort, Barty Croupton Jr. et les autres persos recherchés auraient pu être retrouvés.
Après, justement, ce n'est pas le but de les retrouver car cela fait partie de l'intrigue, mais j'aurais trouvé ça marrant que ça soit peut-être inventé après la guerre des sorciers. Alors, c'est une bonne réflexion, je trouve, Oui, parce clair. que c'est vrai, je m'étais jamais posé la question. Et effectivement, Harry, il échange bien avec Sirius, alors que tout le monde le recherche. Ça veut dire que les hiboux ont la capacité de trouver des sorciers que les sorciers n'arrivent pas à trouver par eux-mêmes. Après, je sais pas, on peut imaginer par exemple que les sortilèges de protection qu'utilise le trio dans le Relique de la Mort, ça peut empêcher d'être trouvé par des hiboux quand même. Donc je pense qu'il y a des moyens d'éviter de se faire trouver par des hiboux quand on veut pas être trop trouvé. Non, c'est pas ça aussi, c'est peut-être un peu plus compliqué de suivre un hibou par rapport à un chien renifleur. Le chien renifleur, tu le tiens par la laisse et tu le suis. Alors qu'un hibou, il faut prendre un balai, il faut tenir la distance avec le hibou, je sais pas. Ils peuvent disparaître à travers des branchages, c'est peut-être un peu plus difficile à suivre. Faudrait les borner en fait, les pucer, pour les suivre avec des puces GPS. Bah après, ils sont quand même très apprivoisés par les sorciers. Je veux dire, on leur écrit une lettre, on la met au bout de leurs pattes, ils vont l'envoyer au destinataire ou peu importe où ils se trouvent dans le monde. Donc les sorciers ont quand même apprivoisé ces hiboux, donc on peut quand même imaginer que tu peux demander à un hibou d'aller trouver quelqu'un et en revenant qu'il te donne l'information d'où il se trouve. Bah comment il te donnerait l'information? Alors un coup de bec, c'est du morse avec le bec. C'est tac 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 tac. Tu sais, ça te donne langage morse de hibou. Ça te donne le code GPS. C'est Non, c'est une bonne question. On va dire que il vaut mieux pas que ça soit possible pour l'intrigue. Ouais. Mais en tout cas, c'est une bonne réflexion. Heureusement que les sorciers n'ont pas encore eu vent de la puce GPS, je pense. Et il est temps de passer au hibou sonore d'Alexandra. Salut la fréquence, moi c'est Alex et je vous contacte parce que je me faisais une petite réflexion. Je viens de terminer ma lecture du tome 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et en fait, lorsque Sirius donne le cadeau de Noël à Harry en lui disant qu'il veut qu'il s'en serve s'il a besoin de lui, Harry se fait la réflexion qu'il ne s'en servira pas parce qu'il ne veut pas mettre Sirius en danger. Mais il n'ouvre même pas le paquet que Sirius lui donne. Alors qu'on sait qu'Harry, il est quand même de nature très curieuse, comme on a pu le voir dans les tomes précédents. Il n'ouvrira le paquet qu'à la fin de l'année, juste avant le banquet. Alors que personnellement, j'ai repensé à ce paquet et à cette phrase que Sirius lui a dit à plusieurs moments dans le tome, mais du coup, on le saura qu'à la fin. Et surtout, au moment où Harry rêve de Sirius torturé par Voldemort, il fait tout un plan pour avoir accès à la cheminée d'ombrage et ne pense pas à utiliser le cadeau de Sirius. Alors que, je pense que pour le coup, les conséquences auraient été complètement différentes. Et il aurait sûrement pu vérifier la présence de Sirius plus facilement, avec moins de risques, surtout que Créature ne devait pas être au courant que Sirius lui avait offert le miroir à double sens, qui leur permettait de se contacter. Donc après, certes, au moment où Harry fait ce rêve-là, il a très peur pour Sirius, on le voit dans son discours et quand aussi la manière dont il parle aux autres et tout, qu'il est très pressé, donc forcément ça aurait pu brouiller ses idées. Mais pour une fois qu'il ne se montre pas curieux, je me dis que c'est quand même dommage. Du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc voilà. Et je voulais vous remercier pour vos podcasts parce que moi, j'apprends plein d'infos. C'est plein de réflexions et de débats intéressants. J'ai adoré vous écouter pendant ma convalescence et je remercie ma copine Caro qui m'a permis de vous découvrir. Allez, merci. Merci beaucoup Alexandra pour ton hibou sonore. Alors c'est la question que je me pose à chaque fois que je lis ce tome, c'est pourquoi il n'a pas utilisé le miroir. Et c'est de pire en pire, à chaque fois on pense au miroir tout du long, mais pourquoi ? Après l'histoire aurait été différente s'il avait utilisé le miroir, bien sûr, mais c'est quand même frustrant, surtout que dans les livres ils ont même pas pris la peine de l'intégrer avant
la partie 2, je crois. Dans les films, tu veux dire? Ouais, dans les films. C'est un problème parce que dans le film, le miroir, il sort de nulle part. Dans les films, ils ont pas pris le soin, c'était tellement inutile au final qu'ils n'ont même pas pris le soin de l'intégrer. Et il le ressort comme par magie à la fin quand il voit le soi-disant œil de Dumbledore dans le miroir. Donc pour ceux qui n'ont pas lu les livres, ils doivent bien se demander ce qu'est ce miroir. Ouais, puis dans le film, il est même détourné de ce qu'il est dans le livre, parce que dans le film, c'est comme si le miroir appartenait à Belforce. Il n'y a même pas de notion de Sirius, je crois pas, dans le film. Je crois pas. Hein. Parce que c'était trop tard, quelque part. Le personnage était déjà mort. En fait, ce miroir, c'est la grosse erreur de Harry dans l'Ordre du Phénix. Mais l'Ordre du Phénix, ce n'est que le 5e tome, j'ai envie de dire, et à ce moment-là, Harry, il a que 15 ans. Et il agit sans réfléchir. Alors, sans réfléchir, oui et non, parce que, en fait, s'il n'utilise pas le miroir, enfin, s'il a décidé de le laisser dans sa mallette et de jamais le récupérer, c'est que il avait trop peur que Sirius se fasse détecter. Et du coup, il veut pas que Sirius se fasse prendre, il veut qu'il reste en sécurité, et donc, quelque part, il se promet à lui-même de jamais l'utiliser, ce miroir. Sauf qu'il aurait dû y repenser. Il y pense pas. Il y pense pas, mais parce qu'il agit avec fougue un peu, malgré les avertissements d'Hermione, qui lui dit « Mais t'es sûr, Voldemort, il peut te manipuler, mais t'es sûr que c'est Sirius, enfin, est-ce qu'on tombe pas dans un piège, Harry ?» Et Harry, il est persuadé que c'est vrai, qu'il faut aller sauver Sirius, et bon, il consent quand même à vérifier, mais dans son consentement à vérifier, il pense pas au miroir, et c'est pour ça qu'ils font ce plan d'utiliser la cheminée de ombrage, etc., et qui est extrêmement périlleux, et la preuve c'est que le plan va un peu foirer. Il aurait dû repenser à ce miroir, mais j'ai envie de dire c'est aussi l'évolution du personnage. Après, ça montre aussi que Harry Potter n'est pas infaillible, que ce n'est qu'un adolescent qui essaye de survivre dans un monde où tout le monde lui répète que Voldemort veut le tuer, qu'il doit venger le monde des sorciers en permanence, alors qu'il est en train de se construire lui-même. Donc en fait, ça montre juste qu'il a des failles et que c'est un simple adolescent et qu'il réfléchit avec son instinct, en fait. C'est ça. Et surtout dans l'Ordre du Phénix. Il est à la tête d'un nouvel Ordre du Phénix alors qu'il a 15 ans. Faut pas l'oublier, il a 15 ans. Et même en étant adulte, on a des failles, hein. On a nos failles, parfois on prend des décisions sur le coup de l'émotion à chaud et on se rend compte qu'en fait on aurait dû agir autrement et la solution aurait été bien différente, mais ça montre juste qu'on est tous des humains et on prend pas des décisions forcément raisonnées et raisonnables et aussi c'est ça que démontre aussi cette erreur, c'est que ce n'est qu'un humain. Et c'est une erreur qu'il va corriger aussi, c'est-à-dire que dans les reliques de la mort, même si Harry, encore une fois, comme tu dis, il n'est pas parfait, on n'a pas atteint la perfection du héros, il reste infaillible, il reste humain, quelque part. Mais ce miroir, pour le coup, dans les reliques de la mort, il va y penser, et ça va le sauver. Donc c'est aussi, ça montre que le personnage évolue, ça montre que le personnage apprend de ses erreurs, et que pour apprendre de ses erreurs, il faut en faire des erreurs. Et là, typiquement, dans l'Ordre du Phénix, c'en est une grosse. Et on le voit, par exemple, dans les reliques de la mort, Harry est beaucoup plus sage que dans l'Ordre du Phénix. Par exemple, quand il doit faire le choix entre les Horcruxes et les reliques, il va choisir les Horcruxes. Je suis pas sûr que dans l'Ordre du Phénix, s'il avait eu 15 ans à ce moment-là, pour pouvoir faire ce choix, il aurait peut-être fait un choix différent, par exemple. Et c'est bien parce que le personnage évolue. Moi, mon seul regret par rapport à ça, c'est que dans le livre, il y a pas, enfin, je veux dire, quand il retombe sur le miroir à la fin de l'Ordre du Phénix, son émotion, sa réaction, c'est, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est d'aller voir Sir Nicholas en fantôme et de lui demander s'il y a une vie après la mort et pourquoi les autres sorciers deviennent pas des fantômes. Et il n'y a pas de mention, à mon souvenir, de la part du narrateur d'un sentiment de culpabilité chez Harry, de se dire, mais pourquoi j'ai pas utilisé le miroir ? J'aurais évité la cheminée, j'aurais évité de me faire prendre par ombrage, j'aurais évité plein de trucs. Et peut-être qu'on serait pas fait manipuler par créature, parce que j'aurais eu Sirius face à face. Et il y a pas cette culpabilité-là. C'est juste cette carence-là, que je trouve bizarre. Mais encore une fois, peut-être qu'un ado, il pense avant tout à faire revenir son parrain, plutôt qu'à se sentir coupable, je sais pas. Un prochain hibou de Héloïsa.
Salut Jérémy, salut Marina, je suis Héloïsa, j'habite au Brésil et en étant étudiante en français, je cherchais un podcast avec le but de pratiquer ma compréhension orale avec des sujets qui m'intéressaient et heureusement, je suis tombé sur la fréquence 9/3. Je vous félicite, vous faites un très bon travail et je passe vraiment des bons moments en vous écoutant. J'ai une question en ce qui concerne la cape de l'invisibilité. Je sais que je suis en retard par rapport au chapitre, mais si vous pouviez y répondre, ça serait très cool. Est-ce qu'il y a une seule cape d'invisibilité ? Et encore, dans le cas où il y a plusieurs capes, une personne qui est au-dessous de sa cape peut-elle voir des autres personnes qui sont au-dessous de leur propre cape ? Pardon pour les erreurs grammaticales, je travaille très dur pour les faire au minimum possible. Merci Héloïsa, alors déjà ton français est parfait. Ouais, on a été épatés. Je pourrais pas en faire autant en portugais. Ça c'est sûr. Donc merci Héloïsa. Et ne prends pas trop nos tics de langage si tu apprends le français. On n'est pas des modèles. Nous ne sommes pas des modèles, tu vois. Déjà. Je pense pas qu'on soit des modèles, non, de langue française. Alors, est-ce qu'il y a une seule cape d'invisibilité ? Alors non, on sait qu'il y a plusieurs capes en fait, mais on peut dire qu'il y a une seule relique. Voilà, c'est-à-dire que on sait qu'il y a d'autres capes d'invisibilité qui possèdent des sortilèges de désillusion par exemple, ou qui sont tissés en poils de demi-guise. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment des capes d'invisibilité ? C'est des capes de voyage qui ont subi une transformation pour être invisibles. Et en plus, même quand elles ont subi des sorts, elles sont assez éphémères dans le temps au niveau de leur effet. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment des capes d'invisibilité ? Oui, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. En fait, la cape de Harry et la cape d'invisibilité Net Plus Ultra, si tu veux. Mais les sorciers, pour eux, quand tu leur dis cape d'invisibilité, ils pensent à ce type de cape-là, en fait, qui sont éphémères dans le temps, ça c'est vrai. Ok, ouais. En vrai, il n'y a qu'une seule et unique cape d'invisibilité qui a vraiment les vertus de base, en fait, d'être vraiment invisible et qui n'a pas subi seulement un sort de désillusion ou d'aveuglement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on ne sait pas, en fait, parce que, bon, très certainement, les reliques n'ont pas été inventées par la mort, ça c'est une légende, mais elles ont été créées par les frères Pivrel, et du coup, on ne sait pas, en fait. Ça se trouve, c'est un sortilège, mais un sortilège puissant, peut-être un sortilège fait avec la baguette de Suro. On ne sait pas, en fait. Mais tu vois, c'est fou les limites qu'on se donne quand même. On parle d'un monde magique totalement différent du nôtre, où il y a des choses improbables. Et pourtant, même dans ce monde magique, on se dit, ça n'a pas pu être fabriqué par la mort. Et pourquoi ? Pourquoi la mort n'existerait-elle pas, tu vois ? Et pourquoi, en fait, la légende des trois frères, ça serait vraiment une vraie histoire, tu vois ? Après, il n'y a rien qui dit, dans Harry Potter, que les reliques n'en sont pas. Je veux dire, tu peux choisir d'y croire. J'ai l'impression que dans la logique un peu d'Harry Potter, c'est les frères Pivrel. L'histoire de la légende, c'est leur histoire à eux. Et ils ont peut-être fondé leur propre légende en inventant ce conte, cette histoire, qui a été repris après par Biddle le Barde. Mais en vrai, je pense que c'était des sorciers extrêmement puissants, des très grands alchimistes, qui ont réussi à créer des artefacts dont la puissance n'a jamais été égalée par la suite. Et on peut se poser la question d'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas fait plusieurs baguettes de Suro, pourquoi ils n'ont pas fait... tu vois, ils auraient pu créer une usine Pivrel avec des artefacts incroyables. Mais après, franchement, on sait pas, le doute plane, si tu veux. Alors après, pour Héloïsa se demander, est-ce qu'on peut voir d'autres personnes cachées si on est soi-même caché sous une cape ? Bah, en tout cas, c'est pas possible avec la cape de Harry, avec la relique. C'est pas possible. Donc, je veux dire, enfin, si t'as une autre cape, enfin, genre une cape en poil de demi-guise, tu peux pas voir Harry. Enfin, ça, pour moi, ça marche pas parce que sa cape est trop puissante. C'est pas une vraie cape. Après, je pense pas que ça soit suffisant. Je pense pour voir des sorciers cachés sous des capes, je pense qu'il faut être un sorcier puissant comme Dumbledore ou peut-être avoir un artefact quand même plus précieux qu'une cape d'invisibilité. Et je pense par exemple à l'œil de Maugrey Foley, parce que l'œil qu'il a, qui lui permet par exemple de voir Harry alors il est caché sous la relique, bah il est peut-être le seul sorcier au monde à avoir cet œil magique là en fait. Je suis pas sûr que ce soit des yeux qui se commercialisent et qui soient vendus sur le chemin de traverse, tu vois. Donc je sais pas si c'est suffisant, je pense que non.
Nous passons au hibou de MLK Ben. Faisons le test de Pottermore ou Wizarding World. Quel est votre patronus à vous, Marina et Jérémy? Moi, c'est un West Island White Terrier. Alors je vais te le prononcer également en anglais. C'est un chat qui s'appelle un tortoise shell cat. En français, un écaille de tortue. Ah, ok. Mais au bout de combien d'essais Au bout de combien de comptes Wizarding World? Au premier. Ah ouais. Donc j'étais très satisfaite. Moi, c'est un... Je vais le dire en anglais parce que c'est un peu plus classe aussi. Moi, c'est un mongrel dog. Et bon, dog, tout le monde sait que ça veut dire chien. Mais mongrel, ça veut dire... C'est un chien bâtard, en fait, qui n'a pas de race particulière. Donc, un mongrel dog. Voilà. Mais t'as raison, c'est plus classe en anglais. Bah, je peux dire que mon animagus, c'est un bâtard. Voilà, ça, je peux le dire. Allez, on passe à un autre hibou sonore, celui de Nina, cette fois, qui est d'origine anglaise. Salut la fréquence, je m'appelle Nina, j'ai 12 ans et j'espère que vos vacances se sont bien passées et que la pause vous a fait du bien. J'ai 2 questions. La première, ils n'ont pas pu aller acheter des racines de mandragore dans les boutiques de botanique par exemple, car c'est chaud quand même de faire gaspiller une année de Poudlard au pétrifié par exemple comme Colin, c'était la première année, pour moi il aurait dû redoubler quoi, car il était pétrifié la moitié de l'année. Et il n'aurait pas pu tout attraper, voilà. Et ma deuxième question, c'est quels sont vos personnages préférés dans la saga? Moi, personnellement, c'est Fouad et Georges, car ils ont toujours le sourire, quoi qu'il se passe. Et tout, ils m'ont toujours fait rigoler, ça m'a brisé le cœur, ça m'a brisé le cœur quand Fouad est mort. Oui, c'est ça. Bah, à bientôt, hein. Merci, Nina, pour ton hibou sonore. Alors, est-ce qu'il n'était pas possible d'acheter ou de s'approvisionner en racines de mandragore? C'est une excellente question. Plutôt que d'en cultiver pendant des mois. Ouais, encore une fois, je crois que je m'étais jamais posé cette question, ou je l'avais jamais entendue. Franchement, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Je veux dire, il y a plein de boutiques sorcières. Vu l'utilité de la chose, est-ce qu'il n'est pas possible d'en stocker au congélateur? Après, est-ce que en les cultivant soi-même, tu es sûr de la provenance et puis de la fraîcheur aussi des racines? Et si elles ne sont pas assez fraîches, est-ce que ça peut altérer le filtre aussi? On va donner ça comme excuse Ouais, c'est ça. à la culture des mandragores pendant une année. Peut-être que la mandragore doit avoir été cultivée juste avant pour que ses pouvoirs magiques agissent sur des personnes pétrifiées. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Non, mais on peut toujours trouver une explication, mais c'est vrai que ça sert bien l'histoire, hein, quelque part, que pendant des mois, les victimes restaient pétrifiées. Et sinon, quels sont nos personnages préférés? Bon, ça, c'est un peu comme le Patronus juste avant, je crois qu'on y avait déjà répondu, mais c'est cadeau. C'est pour la volière spéciale rentrée. Tes personnages préférés, c'est... Enfin, ton personnage ou tes personnages préférés? Je crois que je vais arrêter d'y répondre parce qu'à chaque relecture, ça change. À chaque relecture, je me dis en fait, ce personnage, il m'énerve un peu et je vais avoir plus d'affinité avec un autre personnage. Ça dépend de mon humeur, ça dépend mon mood de lecture, la saison. Donc, en fait, j'ai pas de personnage préféré, je les aime tous. Même Drago Malfoy, il m'arrive de dire quand même, j'aime bien ce personnage, pas dans la personnalité, mais dans l'approche. Et en fait, ça change un peu au fil de mes relectures. Mais il n'y en a pas un qui te touche particulièrement affectivement? Harry, je le déteste autant que je l'aime, donc il y a certains traits de personnalité d'Harry qui me rapprochent un peu de lui, mais ouais, je suis pas très originale, mais le personnage principal, puis Hermione aussi. En fait, j'arrive pas à me décider. En fait, peut-être le personnage où j'aurais moins d'affinité, où je me suis dit j'aime bien l'approche, ça serait Ron Weasley en fait. Ouais, il y en a plein d'autres quand même. Je pense pas que Gilderoy Lockhart, tu le trouves. Eh ben. Ah si. On a la seule fan de Gilderoy Lockhart. J'aime bien le personnage de Gilderoy Lockhart. C'est un narcissique au possible, c'est un manipulateur, un voleur, mais j'aime bien le personnage. Ouais, j'aime bien sa personnalité. Enfin,
c'est pas que j'aime bien sa personnalité, j'aime bien sa construction, mais c'est vrai que je vais peut-être me faire des ennemis, hein, mais genre Ron Weasley, il me fait un peu ni chaud ni froid en fait. C'est le sidekick, hein, Ron, mais pas que. C'est ça qui est bien fait dans Harry Potter. Autant je vois le rôle d'Hermione par rapport à Harry, autant Ron. Ah si, c'est le meilleur pote. C'est le meilleur ami, important. ok, mais c'est celui où j'ai le moins d'accroche en fait. À chaque relecture, je me suis pas dit putain, je kiffe Ron, vraiment, j'aime bien son approche, l'approche qui est faite de Ron, sa façon de penser, sa façon de réagir. Je m'y suis jamais vraiment intéressée en fait à ce personnage. Ok, bah en fait, moi, en fait, je trouve que le trio a un équilibre qui est extrêmement important. La preuve, c'est que quand les deux se disputent, ce qui arrive assez souvent dans la saga, Harry, il est complètement pris au dépourvu parce que il peut pas être complet en étant simplement avec Hermione ou simplement avec Ron. Il lui manque toujours l'un ou l'autre, en fait. Après, il y a un bon indicateur, c'est si tu pouvais boire un café ou un thé ou aller au restaurant avec un personnage et que tu pourrais discuter avec lui pendant, on va dire, 1 heure, tu choisirais qui ? Gilderoy, non, je plaisante. Non, mais c'est pour ça que Harry, il est intéressant là-dessus, parce que quand tu demandes aux fans leur personnage préféré, c'est très rarement Harry. Personne dit Harry. Parce oui, mais parce qu'il est extrêmement complexe. Il peut être autant détestable que adoré, tu vois. Puis c'est le héros de l'histoire. C'est le héros, donc forcément, tu attends que le héros soit parfait, alors qu'en fait, un héros, il est pas forcément parfait, il fait des erreurs. Ouais, peut-être avec Harry. Non, mais il y a plein de personnages cool avec qui j'aimerais bien boire un café. Luna. Russard. Ombrage. Genre, Ombrage, tu peux pas avoir d'affinité avec Ombrage, c'est pas possible. Mais non, tu comprends pas ce que je veux dire, peut-être. C'est, je sais pas, c'est pas question d'affinité, mais de Ombrage, elle me fait sentir des émotions de haine. Je ressens de la haine envers Ombrage, mais je ressens quelque chose. Ron Weasley, il me fait rien ressentir de particulier, quoi. Voilà. C'est question de ressenti. J'ai ressenti quelque chose pour quasiment chaque personnage. Je parle des principaux, hein. Mais Ron Weasley, ouais. Il y a peut-être un côté peut-être aussi masculin, je sais pas, dans la relation entre Harry et Ron, c'est un peu la... Non, je parle pas de sa relation avec Harry, je parle vraiment du personnage en tant que tel. Ouais, après Ron et Harry, enfin, Ron est là, c'est le meilleur pote de Harry, tu vois, enfin, je veux dire... Ouais. Mais non, mais de toute façon, tous les points de vue, tous les ressentis se défendent et sont de toute façon subjectifs. Moi, si je devais en choisir un ou deux, et ça serait 2, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais ça serait Hermione et ça serait Hagrid aussi. Enfin, en fait, c'est les 2 personnages qui me touchent le plus. Ton personnage préféré ? Ouais. C'est pas Luna ? En fait, s'il y avait un 3e, ça serait Luna après. Ce serait Luna, et puis après tu peux défiler le truc, et puis effectivement tu commences à un peu lister tous les personnages. Nina, c'est Fred et George. Ouais, Fred et George, je les adore aussi, quoi. Donc après, ouais, si je devais passer 1 heure avec un personnage, j'hésiterais entre Hermione et Hagrid, mais ça serait très certainement Hermione. Ok, pas Harry. Bah si je devais choisir, non, mais par contre, si tu me proposes 1 heure avec Harry, volontiers. Hein. Et nous passons au hibou d'Élise. Est-ce que vous pensez que Dumbledore se voit vraiment avec une paire de chaussettes dans le miroir du Riséd ? J'avais lu qu'apparemment il y verrait Ariana, je ne sais plus si c'était une source de JK ou pas, et surtout c'était avant les Animaux Fantastiques. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut s'imaginer que l'image dans le miroir évolue avec le temps ? À ce moment-là, plus jeune, il y verrait encore Grindelwald, comme s'il ne pouvait pas réfréner ce désir qu'il a envers lui, et puis plus vieux, il y verrait Ariana, comme si avec le temps, il était plus plein de regrets et qu'il ne désirait que changer ce qu'il a fait. Est-ce qu'on occulte les Animaux Fantastiques dans la réponse ou pas ? Parce que ça n'a aucun sens. Est-ce que son désir le plus profond aurait pu être Grindelwald après tout ce qu'il a pu faire comme atrocité venant de... C'est possible aussi. Parce que en fait, le miroir du Riséd, ça te montre ton désir le plus profond. Ça peut être un désir tellement profond que tu n'en as même pas conscience toi-même. Psychanalyse. Le miroir psychologue. Est-ce que Ariana, c'est des regrets, c'est le plus grand regret de sa vie ? Tu vois pas forcément les regrets dans le miroir du Riséd.
tu vois ce que tu désires. Donc Grindelwald, ça a été l'amour de sa vie. Donc c'est quand même possible qu'il le voit dans le miroir finalement. Non, tu crois pas ? Alors, Ariana, c'est un acte qu'il regrette et alors que le miroir, ça montre vraiment le désir en fait. Ou est-ce que ça peut être le désir de retourner en arrière et donc du coup de se voir avec Ariana vivante ? Ouais, ça peut être ça aussi. Ouais, je sais pas. ouais, c'est ça, c'est que l'information qui est réelle à propos d'Ariana, c'est que en 2007, dans un chat sur le site de l'éditeur britannique Bloomsbury, J.K. avait confirmé que Dumbledore, il voyait en réalité sa famille en vie et heureuse. Donc ses parents, Ariana, son problème de magie, et son frère à Belforce. Donc en fait, il voyait sa famille proche, heureuse. Donc ça, c'est un désir. On peut vraiment dire que c'est un désir. Et donc ça, on le sait, c'est ce qu'elle a dit. Donc il voit pas des chaussettes, il voit ça, mais par pudeur, il n'en fait pas part au petit Harry qui a 11 ans. Après, dans les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que je trouve pas ça cohérent, ce que voit Dumbledore dans le miroir du Riséd. Je suis d'accord avec toi. Parce que même Désir profond, je vois pas comment il peut voir Grindelwald, parce qu'il voit pas juste Grindelwald en mode coucou, je suis séduisant, je suis Grindelwald. Il voit Grindelwald, avec le pacte de sang. Enfin, il se voit en train de faire le pacte de sang, et je vois pas comment ça peut être un désir à ce moment-là. Ou alors on va vraiment très très profond. Mais pour moi, l'erreur qui a été faite, c'est que c'est pas un désir, c'est un flashback. Et les flashbacks, on les voit pas dans le miroir, on les voit dans une pancine. Sauf que c'était pas assez fan service, la pancine, c'était beaucoup mieux le miroir du Riséd. C'est vrai que j'avais un peu occulté le côté pacte de sang des Animaux Fantastiques. Donc c'est vrai que ça réduit à néant la possibilité qu'il voit Grindelwald. Parce qu'il aurait pu le voir en fait en tant que amant en fait, ouais, c'est ça. De revoir son amant perdu et regretter son amour perdu en fait. Mais là c'est vrai qu'il revoit le pacte de sang qu'il a passé, donc ça je pense pas qu'il puisse regretter dans son fort intérieur. Ouais, c'est ça, il y a une petite subtilité. Ouais, si on les voyait juste par exemple s'embrasser, d'ailleurs ça aurait été bien qu'ils s'embrassent, comme ça il y aurait plus d'un de ouvertement homosexuel ou je sais plus quoi, de ce qu'avait dit David Yates. Ça aurait été mieux qu'on les voit s'embrasser, partager vraiment leur histoire d'amour. D'accord, là, ce serait un désir. Mais ce qu'on voit, c'est un flashback. Enfin, pour moi, je sais pas. Je sais pas si on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a une subtilité qui est assez importante. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à vraiment analyser le miroir du Riséd par rapport à cette scène du film qui, pour moi, est pas forcément cohérente par rapport à ce qu'est le miroir du Riséd. Par contre, là où je suis d'accord avec Élise, je pense que effectivement, notre vision dans le miroir du Riséd peut évoluer. Nos désirs évoluent. On évolue, donc nos désirs évoluent forcément. Mm-hmm. Je veux dire, on n'a pas les mêmes désirs que quand on avait 11 ans, tu vois. Même 6 ans. même 20 ans. C'est pour nous deux, quoi. Allez, le prochain hibou est de Simon. Personnellement, j'ai du mal à croire qu'un simple Expelliarmus permet à Drago de devenir le possesseur de la baguette de Suro, car dans l'ensemble de la saga, ce sort est quand même lancé et réussi un certain nombre de fois. Ça veut dire qu'à chaque fois, la baguette change de propriétaire ? Je ne pense pas. Et vous ? Alors, merci Simon. Alors, je vois un peu de quoi tu veux parler. Après, c'est vrai que je sais pas. Moi, j'aime bien l'idée que finalement la baguette du Suro, il suffit, t'as pas nécessairement besoin de tuer son possesseur, et que si tu le désarmes, tu gagnes la baguette. J'aime bien cette idée parce que finalement la légende elle extrapole beaucoup l'histoire de la baguette de Suro en la baignant dans le sang et le crime. Mais avant de tuer, ce qui est l'acte le plus cruel, même dans le monde des sorciers, le meilleur moyen de s'accaparer de l'arme de son adversaire, c'est de désarmer son adversaire. Donc en fait, il y a une logique à ça. Donc Expelliarmus, en fait, pour désarmer son adversaire. En fait, tu peux même devenir le maître de la baguette de Suro sans en avoir conscience, comme Drago. Il n'avait pas conscience des capacités de cette baguette. Et en fait, c'est la légende, oui, qui a, créé un passif sanglant entre différents maîtres de la baguette. Mais en réalité, la baguette, elle a changé tellement de fois de propriétaire que c'est même pas inscrit vraiment dans les faits quel propriétaire de la baguette a désarmé l'autre, si tu vois ce que je veux dire. Et il y en a très très peu qui se sont vantés d'avoir tué le précédent maître de la baguette pour l'obtenir.
En réalité, c'est peut-être simplement une succession de hasards et d'Expelliarmus, tout simplement. Ouais, complètement. Et puis après, en dehors de la baguette de Suro, effectivement, comme le dit Simon, ça implique l'idée que dès que tu désarmes ton adversaire, la baguette, tu es le possesseur de la baguette. Alors après, je pense que ça dépend l'intensité que tu donnes à ton sortilège. Et la résistance du maître de la baguette aussi. C'est ça. Parce que, ouais, ça c'est très bien que tu dis ça, parce que c'est vrai que ce qui se passe dans le manoir, c'est que Harry, il désarme Malfoy et Malfoy se laisse faire. Il s'avoue vaincu. Et les baguettes, elles doivent ressentir ça. On sait, les baguettes, ce sont des artefacts magiques qui pensent. Enfin, si la baguette choisit son sorcier, alors la baguette pense. C'est pas juste un bout de bois. Et donc, les baguettes doivent ressentir cet écho-là. Et l'écho, c'est que Malfoy, il a plié l'échine. Il est vaincu par Harry à ce moment-là. Donc, j'aime bien l'idée que la baguette de Suro revienne à Harry. Ouais, je suis d'accord. Et nous passons au hibou sonore d'Elora. Alors en fait, Elora, elle nous a exposé une longue théorie sur Rusard, donc désolé, on a un peu coupé sur la fin pour les besoins de l'émission. Hello Marina et Jérémy, je vous envoie un petit hibou sonore déjà pour vous remercier pour le podcast. C'est vraiment super chouette et puis c'est vraiment un trop bon moment qu'on passe à vous écouter. Ça donne juste envie de se poser avec vous dans un café et de parler pendant 2 heures d'Harry Potter, c'est trop bien. Pour vous dire, là, ça fait 5 jours que je vous connais et j'en suis déjà au livre 2. Voilà, donc félicitations en plus si ça marche bien, c'est juste super pour vous. Bref, je voulais vous envoyer un petit message, déjà pour vous dire ça, et aussi parce que j'ai une petite théorie. Alors là, je vais commencer le livre 2, mais donc au précédent épisode, vous vous êtes arrêté sur donc, la fin du livre 1 et un peu sur Rusard, donc c'est ça qui m'a interpellée. Et le fait que apparemment il s'invente une vie selon vous, que comme quoi avant il pouvait battre les élèves et leur faire des trucs pas terribles en termes de bienséance et voilà. Et moi j'ai une théorie là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Moi je pense que Rusard il avait carrément une vie avant. Et je trouve ça même très cohérent avec l'ensemble de l'univers d'Harry Potter et avec Dumbledore. Parce que comme vous dites, Rusard ça ferait 20 ans qu'il est à Poudlard. Mais alors Rusard, que ce soit dans les livres ou dans les films, on suppose quand même qu'il commence à être assez âgé. On peut penser cinquantaine, soixantaine, au moins. Et s'il y est resté que 20 ans, ça veut dire qu'il avait au moins 30 ou 40 ans quand il est arrivé à Poudlard. Donc on peut se dire qu'il a fait d'autres choses dans sa vie avant. Comme c'est un craque-molle, je pense que, tout simplement, il était dans un pensionnat. Enfin, je pense qu'il était intégré dans la vie moldue. Et qu'il était dans un pensionnat ou un truc privé, donc moldu, où là, il avait le droit, et même il se faisait bien plaisir à battre les élèves et à donner des punitions super sévères dans ce genre-là, en fait. Et que, pour moi, ce serait cohérent que ce soit Dumbledore qui l'ait, entre guillemets, recueilli à Poudlard, comme il l'a fait, par exemple, avec Hagrid, parce qu'on peut supposer que, comme, voilà, sa famille vient du monde magique, peut-être qu'ils avaient des liens avec Dumbledore, peut-être que lui-même connaissait Dumbledore, comme Madame Fix et ses chats avec Harry. Voilà, peut-être que Dumbledore avait des liens avec lui, et que peut-être un jour Rusard s'est retrouvé sans emploi, et que Dumbledore lui a proposé cette place à Poudlard, pour y passer le reste de sa vie. C'est très possible et je pense que c'est même cohérent. Et en fait, quand Rusard dit qu'il regrette de ne pas avoir battu les élèves, de ne pas pouvoir battre les élèves à Poudlard, je pense qu'en fait c'est l'autre époque qu'il évoque, c'est celle où c'était le monde moldu et où il avait peut-être plus de liberté dans sa violence et son caractère un petit peu particulier, n'est-ce pas? Donc je sais pas, moi je pense qu'il s'invente pas du tout une vie, je pense que c'est Dumbledore qui lui a fait une fleur comme pour Hagrid en fait. Merci Elora pour ton hibou. Alors, théorie hyper intéressante, hein. T'as inventé toute une vie à Rusard. J'ai du mal à croire que Dumbledore puisse vraiment recruter quelqu'un qui aurait un passif violent avec les enfants. J'ai du mal à penser ça. Parce que c'est ça, il serait recruté par Dumbledore à cette époque en fait, sous la direction de Dumbledore, et j'aurais du mal à croire qu'il emploie un peu n'importe qui et qu'il vérifie pas le passif de Rusard. Moi, j'ai l'impression qu'il s'invente vraiment une vie, Rusard. Il se complaît un peu à faire peur aux élèves. Je pense qu'il les déteste même un peu, au fond. Il les envie.
il est très envieux et je pense que c'est un petit jeu malsain qu'il joue avec eux à les menacer tout le temps de les frapper. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ben ouais, c'est intéressant. La théorie pourrait plutôt bien coller parce que c'est vrai qu'on sait rien de Rusard avant qu'il arrive à Poudlard, ça fait à la fin des années 60, début 70 peut-être. Et là où peut-être on pourrait expliquer le fait que Dumbledore l'ait recruté quand même, c'est que Rusard en tant que crackmole, il est frustré. Et peut-être que si, par exemple, s'il a battu des élèves dans le monde moldu, peut-être qu'il l'a fait par frustration, tu vois, genre je devrais pas appartenir à ce monde-là et mais ça n'excuse en rien son comportement en fait. non, mais peut-être que Dumbledore il arrive à ce moment-là en lui disant d'accord, tu as un pied dans le monde magique, je vais t'offrir un poste dans une école de magie. Par contre, plus jamais tu lèveras la main sur un élève. Ouais, ça serait un peu douteux quand même comme raisonnement. Hein. Non, mais tu vois, ça fait une histoire. Enfin, il y a une histoire, tu vois. Imagine la note aux parents d'élèves. Bon, nous avons recruté un ancien violent sur les enfants, mais vous inquiétez pas, c'était uniquement les enfants moldus. Il ne touchera pas à vos enfants sorciers. Ouais, parce qu'il était frustré, le pauvre, par le passé. Donc, excusez-le. Dans un environnement sorcier, on peut plus le cadrer, tu vois, parce qu'il devient faible tout d'un coup. Ouais. Après, je vois bien, tu sais, Dumbledore, il fait confiance aux gens. C'est un reproche d'ailleurs qu'on peut lui faire. Il fait trop confiance aux gens. Et il a la volonté de changer les gens aussi. Donc, je sais pas, ça serait bien un move de Dumbledore de faire ça, d'aller prendre un crackmole qui violente des enfants moldus pour lui dire t'arrêtes ce que tu fais et on va te surveiller dans le monde de la magie. Mais je sais pas, pourquoi pas, mais après j'entends tes arguments, c'est vrai que c'est un peu bancal quand même. Après, honnêtement, à Poudlard, est-ce que c'est vraiment choquant si jamais c'est vrai? Parce que quand tu vois tout ce qui se passe à Poudlard, quand tu vois le catastrophe sécuritaire qu'est l'école de Poudlard, ça serait pas franchement choquant que on embauche un concierge qui a déjà violenté des enfants moldus. Je veux dire, on est peut-être plus à ça près à Poudlard. Donc je sais pas, je suis comme toi, j'y crois pas à 100%, mais en tout cas la théorie est intéressante. C'est horrible. Mais franchement, Elora écrit une fanfiction là-dessus, hein, sur sur la vie de Rusard avant. C'est vrai que c'est intéressant. Et en plus là, vraiment, je crois que la page est complètement vierge parce que je crois pas qu'on ait la moindre information sur la vie de Rusard avant Poudlard. Le prochain hibou est de Ena. J'avais une petite question, étant moi-même désireuse de faire un podcast sur la créativité et les recommandations culturelles des créatifs. Quel matériel est nécessaire, micro, casque, logiciel d'enregistrement, pour réaliser votre podcast? Je les trouve très bien réalisés et le son est top, donc je me permets de vous demander. Bonne journée à vous deux et longue vie à la fréquence 9/3 et au Potterhead. Merci Ena de dire que notre son est bon, ça me fait plaisir. De quel matériel est nécessaire? Bah franchement, pour faire du podcast, il n'y a pas besoin aujourd'hui de mettre des mille et des cents dans du matériel. Nous, on a un matériel de base qui fait franchement le job. Et on peut donner les références. Nos micros, c'est des Rode NT-USB, donc c'est des micros de la marque Rode qu'on branche directement sur nos ordinateurs. On enregistre, le logiciel sur lequel on enregistre, c'est Audacity. C'est un logiciel gratuit que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Je crois qu'on peut même faire du montage, on peut monter ces épisodes sur Audacity. Moi, j'utilise Premiere pour monter les épisodes parce que je suis habitué à ce logiciel. Mais on peut très bien le monter sur un logiciel gratuit comme Audacity. Et voilà, donc je pense que le plus important, c'est d'avoir effectivement des micros qui fonctionnent correctement. Et puis après, le montage, ça dépend. Nous, notre émission, elle est assez montée parce que des fois, on réfléchit, il y a des gros blancs. Il y a des moments de gênance. Des moments de gêne que vous n'entendrez jamais. Ou des fois, on revoit des choses, on refait le fil conducteur. Mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de montage non plus pour un podcast. Donc c'est ça qui est intéressant. Tout dépend le format du podcast, hein, parce que nous c'est à moitié discussion et à moitié aussi. Il y a un fil conducteur. Et puis aussi en première partie, c'est vraiment une partie très préparée. On n'a pas beaucoup d'improvisation.
Et après, donc ça nécessite pas mal de montage, mais après, ça peut être un podcast de discussion entre potes ou en duo, et là, il n'y a pas forcément de montage à faire. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Parce qu'il y a des podcasts, je pense pas que, je sais pas, 2HGP, Parlons Péloche et compagnie, c'est un podcast de bande, et je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup de montage. Non, parce que à l'époque du podcast, j'ai quasiment jamais rien coupé. Hein. Oui, parce qu'on est dans la discussion, donc effectivement, ouais, quand on est plusieurs, voilà. Et puis, alors après, quand on est plusieurs, il faut passer peut-être à une autre gamme de matériel, par contre, parce que sauf si on enregistre chacun à distance, et puis chacun enregistre son micro, et puis après on synchronise. Mais pour des podcasts de bande, là pour le coup, on peut pas forcément utiliser des micros USB parce que s'il y a plusieurs micros, il vaut mieux avoir une console sur laquelle on branche les micros, donc ça devient du matériel un petit peu plus milieu de gamme. Enfin, je veux dire, on monte un peu d'un cran. Mais aujourd'hui, ça reste accessible, hein, franchement. Et en tout cas, si c'est un podcast tout seul ou même à deux, franchement, des micros USB, ça fait franchement le taf. Donc, n'hésite pas, Ena, si t'as besoin un peu plus de conseils techniques, on serait ravis d'échanger, d'envoyer des emails, etc. Nous passons au hibou de Colline, qui s'est toujours posé une question. Je me suis posé une question dans la nuit. Si tous les portraits des directeurs de Poudlard sont accrochés dans le bureau du directeur, est-ce qu'il y a aussi les tableaux des 4 fondateurs qui sont censés être les tout premiers directeurs ? Les conversations doivent être animées dans ce bureau et j'imagine bien le brouhaha là-dedans. Joyeux bordel. Alors ça, je ne sais pas. Je suppose que oui. Et encore, est-ce que Salazar Serpentard est vraiment exposé dans le même lieu que les autres fondateurs ? Ça, c'est la question. Là, il y aurait une ambiance très sympathique. Est-ce que tu as la réponse, toi ? Non, mais il n'y a pas de réponse. C'est vrai qu'on ne sait pas. Et justement, j'aurais tendance à penser que comme on ne sait pas, je pense pas qu'il y ait les portraits des fondateurs, parce que ça serait quand même une information importante à donner au lecteur. Je sais pas. Et puis, il serait de précieux conseils, je pense. Par exemple, on peut imaginer le Choixpeau qui dialoguerait avec avec les portraits des fondateurs, par exemple. Et il n'y a aucune mention de ça. Donc j'aurais tendance à penser que non, qu'il n'y a pas leur portrait. Et puis je me dis aussi que on aurait peut-être fait mention, notamment dans le livre qu'on est en train de relire toujours, la Chambre des secrets, sans doute que les directeurs auraient harcelé le portrait de Salazar Serpentard pour savoir où est cette fichue Chambre des secrets. Et on aurait peut-être pu avoir l'information comme ça. Donc je sais pas, j'aurais plutôt tendance à dire que non, je pense que c'est les directeurs de Poudlard. Et les fondateurs n'ayant jamais été des directeurs à proprement parler, je pense pas que leur portrait soit présent. Ah ouais, j'aime bien l'idée de voir les portraits des directeurs, enfin des fondateurs, dans leur maison commune. Ça aurait son petit charme. De veiller un peu sur les élèves, voir qui sont les élèves sélectionnés pour leur maison et entendre des petits commentaires un peu cinglants comme les commentaires de Salazar Serpentard de temps en temps. Ça serait assez drôle. Mais un bel hommage aussi. Ouais, c'est vrai. Par exemple, quand Harry, dans la Chambre des secrets, demande au Choixpeau si il a eu raison de l'emmener à Gryffondor, ça aurait eu encore plus de force et de sens s'il y avait le tableau de Godric Gryffondor. Il aurait pu lui poser directement la question. Mais par contre, l'idée que ça existe est intéressante. Ouais, on a envie que ça existe presque. Ouais. Nous passons à hibou sonore de Rémi et Lise. Bonjour à vous deux, je suis Rémi. Et je suis Lise. On voulait simplement vous dire que votre podcast nous manque beaucoup. On a l'impression d'avoir notre rendez-vous avec Harry, Ron et Hermione à la rentrée. Belles vacances à vous. Et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre hibou sonore, Rémi et Lise. Vous aussi, vous nous avez énormément manqué. On avait trop hâte de revenir. Et j'avoue qu'on a eu énormément de messages qui nous demandaient quelle était la date de notre retour, que ça commençait à faire long. On sait, on est désolé, mais c'est vraiment pas facile parfois, comme notre vie est chamboulée, de trouver un temps. C'est même pas un petit temps, c'est du temps vraiment pour enregistrer, enfin préparer et enregistrer un podcast. Et on a souffert autant que vous de notre absence sur Fréquence. Mais on est de retour et c'est ça le principal. Voilà, c'est ça. On a réussi. Ensuite, nous passons au hibou d'Anaïs. À la fin de la Chambre des secrets, Harry donne le journal de Jeu d'Uzor qui contient la fameuse chaussette à Dobby. Ah, vous voyez ? Elle est toujours là, elle est toujours en forme. C'est le retour aussi de Wheatsy Podcast.
Voilà, elle voulait faire une petite apparition pour vous dire bonjour. Le podcast lui a vraiment manqué aussi. Elle voulait répondre à Anaïs. Alors je recommence. Je peux recommencer, Woody, c'est bon ? Ok. À la fin de la chambre des secrets, Harry donne le journal de jeu du sort qui contient la fameuse chaussette à Dobby. Mais dans le 6e volet, nous voyons très clairement que le journal en question se retrouve en possession de Dumbledore. Comment l'a-t-il récupéré ? J'ai regardé vite fait avant l'émission. En fait, à la fin, Harry donne le journal avec la chaussette à Lucius Malfoy. Je commence à perdre les prénoms. À Lucius Malfoy, qui le donne à Dobby, et c'est là où il obtient la chaussette. Mais dans le livre, c'est pas précisé que Dobby rend à Lucius le journal. En fait, le journal, on perd sa trace à ce moment-là, donc on peut supposer que Dobby l'a gardé et l'a donné à Dumbledore pour que Dumbledore l'analyse. Je vois ton regard interrogateur. Attends, non, parce qu'on est d'accord que dans le livre, La Chambre des Secrets, Lucius, il part avec le journal. Bah non, justement, c'est pas précisé dans le livre à la fin. Alors, c'est pas précisé, mais ça semble quand même... Bah non, parce que sa dernière action, ça a été de donner le journal à Dobby. Alors, pas dans le livre. Si ? Non, parce que dans le livre, il y a, en fait, le journal, il est enveloppé par la chaussette, et Lucius, il jette la chaussette, et Dobby, il récupère la chaussette en vol. Mais il est pas fait mention que Dobby ne récupère jamais le livre, ne récupère jamais le journal dans le livre. Bon ouais, sûr, c'est sûr. Et c'est bien que dans le livre, Lucius, il part avec le journal. Il part avec le journal. En fait, d'ailleurs, je trouve la version du film mieux, parce que c'est plus cohérent que Harry cache la chaussette dans le journal et que c'est en ouvrant le journal que Dobby découvre. Là, c'est un petit peu... Dobby récupère la chaussette en vol, c'est un petit peu gros. Et en plus, il lui donne pas parce qu'il la jette. Donc, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, donc en fait, il y a une différence entre les films et les livres là-dessus. C'est-à-dire que dans le livre, très certainement, Lucius, il garde le journal, il l'a avec lui, et il est forcé en fait d'informer Voldemort après de sa destruction. Ça, c'est après son retour, on peut dire, à la vie dans la coupe de feu. Donc, et c'est très probablement qu'il peut même montrer à Voldemort que son journal est détruit, ce qui met Voldemort dans une colère froide. Dans les films, c'est différent, parce que dans les films, il récupère Dobby, il récupère le journal dans lequel la chaussette elle est cachée, et donc on peut imaginer que après Dobby, il rende le journal à Dumbledore en fait. Et ça peut expliquer pourquoi le journal est en la possession de Dumbledore dans le 6e film. Parce que dans Le Prince de Sang Mêlé, c'est que dans le film que Dumbledore a le journal de Tom Jedusor. D'ailleurs, je me souviens plus à quel moment, mais on doit voir le journal dans son bureau. Mais ça, c'est que dans le film. Parce que dans le livre... Non, mais j'ai lu trop vite, en fait. Ouais. Dans le livre, Dumbledore, il récupère pas le journal. Enfin, le journal, il reste auprès des mange-morts, quoi, en gros. C'est comme deux univers différents qui ont chacun leur cohérence quelque part. C'est-à-dire que dans le livre, Lucius garde le journal, et dans le film, dans l'univers film, en fait, le journal est resté à Poudlard. Donc, voilà, donc il y a une différence entre livre et film, et c'est loin d'être la seule. Un prochain hibou de Camille. Je vous envoie un message car je viens de découvrir une théorie super intéressante. Cette théorie expliquerait le fait que Harry ait survécu dans les reliques de la mort lorsqu'il est tué par Voldemort dans la forêt interdite. Apparemment, il aurait sans le vouloir créé un Horcrux dans la chambre des secrets qui serait Fumsec. Le fait que Fumsec soit immortel pourrait jouer un rôle dans la résurrection de Harry. Je ne crois pas qu'elle ait été confirmée par JK et si elle est réelle, mais je voulais juste la partager parce que je la trouve très intéressante. Pourtant, j'aime pas trop tout ce qui est théorie de fans en général. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Camille. Alors je crois qu'on en a déjà débattu de cette théorie. Alors je saurais plus dire dans quel épisode. Enfin, je crois qu'on l'avait déjà évoqué. C'est une théorie en fait qui avait fait beaucoup parler parce que cette théorie de Fumsec Horcrux dans la chambre des secrets, ça implique le fait que Harry devienne immortel. Parce qu'il y a une partie de son âme qui serait conservée dans une créature qui se régénère en fait continuellement. Alors moi perso, j'y crois pas parce que je trouverais ça déjà incohérent que Harry soit immortel. Encore une fois, je vais un peu parler de la philosophie en fait de la saga. Mais justement, la philosophie, c'est au contraire d'appréhender la mort avec sagesse. L'immortalité n'a aucun sens et ça ne peut attirer que dans l'obscurité en fait.
Et au-delà du fond, de la philosophie, tout ça, dans la forme, ça me semble impossible déjà et pas nécessaire. Alors ça me semble impossible parce que on peut créer accidentellement un Horcrux. Harry lui-même en est la preuve parce que Voldemort, il a pas voulu déverser une partie de son âme en Harry délibérément. Mais quand même, ça reste un acte de magie noire de faire ça. Je veux dire, si Voldemort, il a fait de Harry un Horcrux sans le vouloir, c'est parce que c'était un mage noir. Ça marche pas s'il y a pas la volonté de tuer, en fait, et de séparer son âme. Parce qu'il aurait laissé passer son arme. Enfin, comment il aurait créé un Horcrux dans la chambre des secrets? L'Horcrux, il se crée quand tu commets des meurtres. Je vois pas en pratique comment il aurait pu créer l'Horcrux, en fait. Je crois que c'était parce qu'il tuait le basilic ou quelque chose comme ça, tu vois, parce qu'il tue le basilic et il est sauvé par Fumsec et que de là se crée un Horcrux. Je crois que c'était ça la théorie. C'est vrai que Camille l'explique pas, mais je crois que c'était ça. Je sais pas, pour moi, ça doit être vraiment un meurtre. Ah oui, oui. Légitime défense, mais un meurtre de sang-froid, en fait. Complètement. Et pas pour se défendre. Complètement. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est impossible. Et puis au-delà de ça, ça me semble pas nécessaire parce que en fait, on sait pourquoi. Je vais me répéter parce que ça, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on sait pourquoi Harry survit dans la forêt interdite. Il n'y a pas besoin d'Horcrux en fait. Il y a même une double raison. C'est-à-dire que il est le maître de la baguette de Suro. Donc, en fait, la baguette peut pas le tuer lui. C'est ce qu'on va apprendre après dans le duel final. Et il est peut-être même le maître de la mort, même si, bon, j'ai tendance à pas vraiment y croire au maître de la mort, mais soit. Et surtout, comme va l'expliquer Dumbledore à Harry dans les limbes, la protection de Lily coule dans les veines de Voldemort dès le moment où il utilise le sang de Harry pour retrouver un corps. Vous savez, le sang de l'ennemi. Et c'est là sa grande erreur à Voldemort. Parce que tout ce dont il est capable de faire, tout ce dont il est capable de tuer, à ce moment-là, dans la forêt interdite, c'est une partie de lui-même. Et il n'a pas besoin, Harry, d'un Horcrux mystère et immortel pour survivre. C'est juste que, par sa cupidité, Voldemort tue son propre Horcrux. Et après, une fois dans les limbes, Dumbledore explique quand même à Harry qu'il a le choix et qu'il peut, comment dire, un peu baisser les bras et accepter la mort, ou il peut revenir, parce qu'il a ce choix-là, parce que finalement, Voldemort n'a fait que tuer son Horcrux, et que lui, Harry, l'âme pure de Harry peut revenir à la vie. Donc voilà, je dirais ça. J'adhère pas à cette théorie, elle me semble pas possible et pas nécessaire, quoi. Contact. C'est pas contre toi, Camille, hein. Heureusement que tu l'as dit, parce que sinon... non, mais attends, c'est trop bien, justement, Camille, merci, parce que merci de nous donner des théories sur lesquelles on peut débattre, parce que c'est une passion. Mais celle-là, non, mais la plupart des théories, honnêtement, c'est toujours un non, quoi. Et c'est vrai que là, durant cet épisode, on n'était pas trop d'accord avec les théories qu'on nous a... Ils vont plus nous écrire, du coup. C'est vrai que la plupart du temps, on n'est pas d'accord avec les théories. Enfin, moi, je sais pas, il n'y a pas une théorie où je me dis, ouais, carrément. Ouais. Enfin, tu vois, non, enfin... Moi, j'aime bien la théorie qui dit que, en fait, Harry est dans un asile psychiatrique. Ou la théorie que Dumbledore et Ron... Tu la connais, celle-là? Ah oui. Ouais. Ou la théorie que le lien fraternel, je sais plus comment, ouais. La TLS, la théorie du lien fraternel. Théorie du lien, TLF, pardon. Et comme quoi Hermione serait la sœur de Harry, tout ça, on en avait déjà parlé aussi. Mais en fait, je les trouve intéressantes, enfin, je trouve ça génial que les fans... Que Dark Vador serait le vrai père d'Harry Potter aussi. Non, mais c'est toujours génial que les fans se lancent dans des théories comme ça et vont chercher des détails, des explications, tu vois, il y a tout un argumentaire qui se crée et je trouve ça passionnant, je trouve ça super, mais la plupart du temps, moi personnellement, j'y crois jamais. Enfin, je trouve qu'il y a toujours un truc qui fait que on n'a pas besoin de cette théorie pour... Enfin, en fait, il y a rien dans Harry Potter, avec les 7 livres, qui a besoin d'être expliqué. Concrètement expliqué, il y a rien, tout est dans les livres. Après, on peut essayer d'aller plus loin, mais il y a toujours une espèce d'écueil à un moment donné. Et nous passons au hibou sonore de Camille. Salut Marina, salut Jérémy. Donc déjà un grand merci pour votre podcast. C'est vraiment génial de vous écouter comme ça. Bon, moi c'est tous les matins parce que je récupère depuis le début. Donc là je suis en train de finir mon petit footing et je suis encore sur le tout début du deuxième livre. Voilà, en fait j'avais 2 petites questions. La première c'est pourquoi d'après vous Jean-François Ménard, ou d'ailleurs est-ce que c'est J.K. qui a donné
cet accord-là ait gardé en fait les noms, certains noms originaux comme Harry Potter et échangé en fait et traduit d'autres noms comme Barjo et Burke, comme Severus Rogue, etc. Donc voilà, c'est ma petite question. Et la seconde, c'était pour savoir où est-ce que vous trouvez toutes les friandises Harry Potter, comme les friandises là, de Bertie Crochu, parce que je me souviens quand j'étais petite, je mangeais des chocos-grenouilles, mais je ne sais plus où en trouver à l'heure actuelle. Voilà, un grand merci à vous deux et bonne journée. Merci Camille pour ton hibou. Alors pourquoi certains noms ne sont pas traduits ? Je pense que c'est des noms qui peuvent être plus facilement prononcés en français, où la signification est tellement importante dans le roman qu'elle ne peut être changée en fait par un équivalent français. Par exemple, Snape, Severus Snape, c'est ça en anglais. Snape en français, je pense que c'est pas un... Snap. C'est Snap, voilà. Severus Snape. Je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de prononcer et qui est nécessaire de traduire avec quelque chose de plus franco-français ou latin, en tout cas Severus Rogue. Enfin, je pense que c'est ça l'explication. Minerva McGonagall, par exemple, Minerva, c'est quelque chose de... C'est un mot assez facilement prononçable pour nous, petits français. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, franco-français, je dirais plus britannique même. Parce que ce qui est bien, et c'est pour ça que la traduction française de Jean-François Ménard est de qualité, je trouve, c'est que il a toujours essayé de donner cette illusion, même quand les noms sont traduits, que ce sont des noms britanniques. Il y a jamais eu l'envie qu'on oublie que ça se passe au Royaume-Uni. Mm-hmm. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il disait qu'il était très fier de Poudlard, de sa traduction, parce que concrètement, Hogwarts, c'était impossible à garder. Aucun francophone n'aurait réussi à prononcer ça. Ouais. Hogwarts, non, c'est impossible. Donc il faut traduire. Et il était très content parce que avant les films et tout ça, les gens pensaient vraiment que c'était le nom original de l'école. Mm-hmm. Et les gens prononçaient même Poudlard avec le D à la fin parce que ça ressemble un peu à un mot anglais. Et pour lui, c'était ça c'était réussi si les gens pensaient ça. Donc je pense que ouais, c'est vraiment la raison principale. Il faut que ça soit prononçable. Parce que McGonagall, typiquement, il y a rien de français dans McGonagall. Et pourtant, personne n'a de difficulté à prononcer McGonagall. Donc, autant le garder. Hagrid, également. Et, après, Dumbledore, si, ça va. Et j'ai envie de dire, mal avant heureusement que Potter, on arrive à le dire, parce que on n'était pas loin quand même que le héros s'appelle Henri Potier. Hein. Ça aurait été... Franchement, quand tu vois certaines traductions, surtout chez la jeunesse, franchement... On n'était pas loin que, à mon avis, que Harry Potter s'appelle Henri Potier. Non, c'est une traduction qui est vraiment très intelligente et qui, je crois à l'époque du podcast, on avait fait une émission là-dessus. Les traductions ont toujours un sens. C'est-à-dire que même si c'est pas exactement le même sens, il essaye de garder le fond, de garder l'intention de base de J.K. Rowling. Et c'est vraiment, mais passionnant. Si vous voulez vous intéresser à ça et que vous l'avez pas encore fait, franchement... Je pense qu'il préfère même laisser le nom en version originale quand il n'arrive pas à trouver d'équivalent pour pas déformer le récit d'origine. D'ailleurs, t'as cité Rogue, et je crois que Rogue, c'est le personnage qui est le plus traduit, il me semble, dans les différentes traductions étrangères de Harry Potter. Bah, Voldemort, je suis pas sûr que Voldemort était beaucoup traduit, mais en tout cas, Jeu du Sort l'a été, parce que Riddle, en anglais, Tom Riddle, pareil, Riddle, un peu compliqué en français. Et comme on le sait tous, à la fin de la Chambre des Secrets, qu'on n'a pas encore lu à la fréquence, mais on le sait, c'est un anagramme. Et là, ça a été très compliqué pour les traducteurs, parce qu'il fallait changer le nom de Riddle, mais que l'anagramme avec Voldemort fonctionne quand même. Et ça, c'est absolument passionnant. Si vous tapez un peu sur Internet, je crois que la Gazette aussi a fait tout un article là-dessus. C'est hyper intéressant de savoir un peu les différentes méthodes des uns et des autres. Mais effectivement, ouais, la traduction, c'est surtout affaire de prononciation. T'as raison. Et où trouver des friandises ? Alors, ça dépend où tu habites. À Lyon, je crois qu'ils vendent des friandises à l'officine. Il y a Elias Frog aussi. Et Mr. Steams aussi, où on trouve toutes les confiseries Harry Potter.
Mais sinon, on peut les trouver sur Internet, hein, un peu sur tous les sites mainstream. Il suffit de taper le nom des friandises, je pense que tu les trouves facilement sur Internet. Mais si tu veux aller dans les petites boutiques lyonnaises, il y en a 3, celles que j'ai citées. Parce qu'elle vient de Lyon ? Comment ? Elle vient de Lyon ? Je sais pas. Je sais pas où elle habite, mais si jamais elle est de Lyon, voilà. Si jamais t'habites le nord de la France, bah écoute, viens à Lyon. Il y a Mister Sims. À Dijon aussi, je crois qu'il y a une boutique Harry Potter à trouver. Cours jusqu'à Lyon, parce que Camille fait du footing. Par contre, rentre avant 21h. Parce que couvre-feu. Non. C-word. Non. T'as prononcé un C-word. On avait dit non. Interdit. Ouais, c'est vrai que tout est en C-word. Covid, coronavirus, couvre-feu. Ah bah voilà. Tout commence par un C. Les 3 mots bannis, tu viens de les prononcer en un seul épisode. Vraiment. Ouais, j'avais pas compris au début l'histoire de C. Bah oui, tout est en C. Donc c'est pour ça qu'on les bannit, ces mots-là. Bon bah ça viendra à partir du 2e épisode, qu'on ne prononce pas. Là, tout est joker, tu les as épuisés là. Bah par contre, dans le prochain chapitre, on pourrait dire qu'il y a une espèce de couvre-feu. Donc si ça rentre dans l'histoire d'Harry Potter, on peut le dire, les élèves, ils ont plus le droit de sortir le soir. Bon, bref. Non, vous trouvez les friandises. Ouais, après, dans les villes, effectivement, là où il y a... Parce que Mister Sims, c'est... Enfin, je sais pas s'il y en a plusieurs en France. Mais... Non, c'est un indé, je crois. Ah, ok. Mais sinon... dans pas mal de villes, tu peux avoir le même type un peu de boutique où c'est des un peu des friandises américaines où tu peux trouver des céréales américains. Ouais. Et la plupart du temps, ils peuvent avoir des confiseries Harry Potter. Je sais qu'à Monoprix, on peut trouver, en tout cas on pouvait, je sais pas si on peut toujours, on peut trouver des Bertie Crochus à Monoprix. À la Fnac aussi, je crois, non ? À la Fnac ? Ouais. Non. Ah ouais. Non, je me trompe peut-être. Non, je me trompe peut-être, on trouve pas de nourriture à la Fnac. Bah, à la Fnac, non, je sais pas, peut-être, hein, c'est possible. Mais ouais, c'est vrai que des fois ça change, des fois on peut en trouver comme ça, et des fois ça peut être un peu plus compliqué, mais en tout cas, maintenant, en 2020, sur Internet, il y a à peu près tout disponible, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller dans une boutique Harry Potter, au studio ou quoi que ce soit. Allez, on s'approche de la fin avec le hibou de ST. Comment ça se fait que l'allée des embrumes existe encore ? Il n'y a que des magasins de magie noire. Le ministère de la magie devrait tout faire pour fermer cette rue, non ? Sinon, vous êtes super, continuez comme ça. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire à part je suis plutôt d'accord avec toi. Après, je pense que l'allée des embrumes, tu peux peut-être trouver des trucs des produits, des artefacts que tu peux pas forcément trouver sur le chemin de traverse, mais qui sont pas forcément à usage de magie noire. La preuve, c'est que dans la chambre des secrets, Hagrid, il va chercher du produit contre les limaces. C'est un peu un petit jeu de suspense parce qu'après il va être inquiété, on va penser qu'il est le coupable, que c'est lui qui a lâché le monstre, et en fait non. Donc Hagrid était bien dans l'allée des embrumes pour acheter du produit contre les limaces. Donc, ça dépend de l'usage qu'on fait de ce qu'on achète. Voilà, exactement. Mais après, je suis d'accord que c'est quand même ultra louche comme rue. Et ça serait bien d'instaurer un couvre-feu dans cette rue. Ah, c'est pas possible, hein. Non, mais ouais, le ministère... Après, j'ai envie de dire, ce ministère est tellement perfectible que ça serait pas la priorité numéro 1 pour rendre ce ministère un peu plus efficace et intelligent. Mais effectivement, ça pourrait être une mesure intéressante, ou en tout cas de faire une petite descente un peu chez Barjo et Burke. Ouais, mais bon, on connaît bien dans toutes les villes de France certaines rues où il y a des commerces qui sont ouverts et t'achètes des trucs, et tout dépend de l'usage aussi. Tu peux en faire un usage tout à fait légal comme tout à fait illégal aussi. Là, vous voyez, par exemple, je viens de faire une blague. Vous ne l'avez pas entendue parce qu'elle est coupée. Et vous ne l'entendrez jamais. Elle est censurée. C'est horrible. Elle est dans le placard à censure. C'est horrible de dire ça parce que tout le monde a envie de savoir maintenant. Ouais. Mais voilà. Le montage est important pour nous, pour ces raisons. C'est hyper important. Et nous passons au dernier hibou de cet épisode, et ça sera un hibou sonore de Constance. Salut, je m'appelle Constance, donc je voulais juste dire un grand merci pour votre podcast. Franchement, on s'est découvert il y a genre 3 semaines. Et là, je viens de finir le dernier épisode. Et en fait, c'est trop marrant parce que, genre là, il a fallu attendre pour le dernier épisode et j'ai l'impression de ne pas pouvoir avoir des potes, tu vois. C'était assez rigolo.
Donc voilà, je n'ai pas forcément de questions, j'attends... la plupart, vous y répondez au fur et à mesure. Et j'attends la suite avec impatience. En tout cas, merci, vous me faites trop rire. Bref, bonne soirée, salut. Merci Constance sur ton hibou, c'est super sympa. C'est vrai que c'est hallucinant, il y a certaines personnes qui nous envoient des hiboux en disant qu'ils nous ont écoutés pendant des heures et des heures d'affilée. Et à chaque fois, je me dis, mais comment ils font pour supporter nos voix comme ça toute la journée sans se lasser? C'est assez effarant. Bah là, tout à l'heure, on avait en 5 jours le premier livre déjà terminé. Donc, ouais, ça nous épate. Je crois comment que nous, on pourrait pas supporter après tant d'heures. Nous-mêmes, on ne supporterait pas du tout. Non, bah merci Constance. Et on espère que tu es toujours au rendez-vous avec ce retour, avec cette rentrée de saison, malgré l'horaire tardif, on va dire. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir de recevoir ce type de hibou sonore. Et merci beaucoup à toi. Et donc voilà pour cette volière de rentrée. Merci à tous pour vos hiboux. Encore une fois, ça nous a fait extrêmement plaisir de vous lire pendant cette longue pause, même si votre message n'apparaît pas forcément en fait dans cet épisode. Pour en citer un maximum, on tient à faire une liste de dédicaces, tout d'abord à Mao, à Drosophile pour ses réflexions sur les craquemolles, à Simon, à Lisa, Zélie, à Paul pour les paroles, à Aurélie pour la reco, à Juliette pour son hibou sonore qu'on diffusera pour le chapitre 16, ne t'inquiète pas, Juliette, à Emma, à Camille pour nous avoir envoyé tous ces titres de chapitres pour Harry Potter 3. Que tu ne vas pas reprendre. Et j'ai interdiction de les utiliser. L'idée m'a effleuré l'esprit, mais je t'aurais cité, je te l'aurais dit quand même, Camille. Hein. Mais non, j'ai interdiction à les toucher, donc on les citera peut-être de temps en temps, tes titres, mais franchement, bravo pour ce travail, parce que ça prend énormément de temps. Et je vérifierai pour les tiens. Hein. Non mais là, Camille, tu peux pas t'imaginer la liste en or que tu m'as donnée, c'est une liste de tentations. C'est horrible, mais bravo pour ton travail. Merci aussi à Zélie, à Pauline qui vient d'Australie, à Galou et sa sauce barbecue. Et bravo Galou pour tes performances sur le jeu, comment ça s'appelle, Puzzle Mystery d'Harry Potter. On a un petit groupe aussi sur ce jeu. À Robin qui nous écoute en voiture, à Lélo ou encore à Logan pour sa photo du chemin de traverse. Casse Dédi de la mort aussi, à Négimuse, à Quentin pour ses compliments, à Camille pour le club des 27, Cyanide qui a accroché son affiche fréquence 9 3/4 au mur, ça fait plaisir. À Sarah qui nous écoute sur Spotify et enfin à Lucie qui nous écoute peut-être encore par petits bouts pendant ses courts trajets. Alors comme on l'a dit en début d'épisode, notre fréquence devrait reprendre un rythme normal, donc on repart sur un chapitre un week-end sur 2, et bien évidemment à chaque fois il y aura une volière en fin d'épisode, donc n'hésitez pas dès à présent à nous envoyer vos hiboux pour être cités. À partir de maintenant, on devrait être capable aussi de vous répondre à tous parce que c'était pas forcément le cas cet été. Pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un message privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram. Si jamais vous souhaitez participer à la volière, on aura tendance à privilégier les hiboux plutôt brefs avec des questions ou des débats à propos de Harry Potter. Et on adore entendre vos voix aussi, donc n'hésitez pas à vous enregistrer avec votre téléphone ou autre, comme l'ont fait tous ceux qu'on a entendus tout à l'heure. On nous a demandé à quelques reprises si on avait une adresse postale aussi, et la réponse est non, malheureusement. Mais si les finances nous le permettent, on aimerait bien en louer une. Alors je sais pas si c'est possible d'ouvrir des boîtes postales lorsqu'on est particulier, mais parce qu'en fait, pour des raisons de vie privée, on préfère ne pas diffuser notre adresse perso à beaucoup de monde en fait. Pour éviter de voir une horde de Potterheads à notre porte. Jérémy. Non, ils veulent tous voir Weezy en fait. Nous, ils s'en foutent. En ce qui concerne les finances, justement, on a toujours un Tipeee à disposition si vous souhaitez nous soutenir avec quelques galions. Comme il n'est pas vraiment prévu de dépenser de l'argent dans des événements Harry Potter en ce moment, à cause du Covid coronavirus couvre-feu. Ah j'aurais jamais dû le dire, du coup tu vas le dire à chaque fois maintenant. Il est... Voilà, donc comme c'est un peu spécial, il est pas impossible qu'on fasse à nouveau une opération prochainement avec des envois de goodies pour ceux qui seraient intéressés. Donc suivez-nous bien sur les réseaux Moldus pour être tenus au courant.
C'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode de rentrée. On espère que vous avez apprécié également ce retour à Poudlard à travers notre fréquence. Et on a hâte de poursuivre notre lecture avec le chapitre 16 de la Chambre des Secrets. Parce que oui, on va terminer ce second tome un jour. Ouais, on va... Promis. Faut qu'on le termine. Et merci aussi à ceux qui nous laissent des étoiles ou des commentaires sur les plateformes de podcasts qui l'autorisent. On a lu notamment, on a vu tous les messages sur Apple Podcast, on vous lit, ne vous inquiétez pas et merci à tous et notamment d'avoir écouté cet épisode de rentrée qui vous a plu, on l'espère, et on se dit à très vite. À bientôt.